Et voilà, retour sur ce plateau. Ce sera bien sûr, hein, comme à l'accoutumée, un seul tour de table avec nos invités pour aborder la seconde question de ce jour. On va parler de l'actualité du côté de l'Éthiopie, du moins, le conflit dans le Tigré, victoire de l'armée fédérale contre les rebelles tigréens. Est-ce un échec des Américains? On en parle bien sûr avec, une fois de plus, nos invités. Eh bien, Gamal Abina, je commence par vous sur cette question. Conflit tigréen. On voit donc beaucoup plus l'implication des États-Unis dans ce conflit. On parle beaucoup, hein, des États-Unis, de Washington. Alors pourquoi et que représente le Tigré pour les États-Unis? Alors, pas le Tigré, hein, c'est beaucoup plus large que cela. Oui, l'application de Washington est évidente, puisque c'est eux qui ont consacré il y a à peu près un mois cette soi-disant opposition tigréenne qui aurait été mise en place. Alors, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Il y a évidemment Washington, qui a intérêt à déstabiliser la région, ce qu'il a toujours fait finalement, avec la division du Soudan à l'est, à l'ouest, excusez-moi, avec l'atomisation de la Somalie, avec l'instabilité au nord. Il y a tout un tas de pays comme ça dans la région qui sont impactés. Mais la Corne de l'Afrique était la zone, j'ai envie de dire, de redéploiement stratégique des États-Unis pour des raisons qui expliquera très bien Luc Michel tout à l'heure, à savoir que de l'autre côté de la mer, il y a quoi? Il y a un pays en guerre aussi qui est le Yémen, qui est littéralement agressé par l'Arabie des Saouds. Et il y a la zone pétrolifère, très importante, qui doit être contrôlée par les États-Unis avec la tension qui s'exerce par rapport à l'Iran. Alors pourquoi le Tigré? Non, parce que le Tigré est un allié, enfin la région du Tigré était au départ fournissait l'essentiel du contingent des forces militaires au niveau de l'autorité militaire, à savoir tout ce qui est généraux, caporaux, bref, tous les cadres de l'armée étaient formés essentiellement dans cette région. Parce que le Tigré, c'était Meles Zenawi qui était un allié total et absolument inconditionnel des États-Unis qu'ils viennent de perdre récemment avec l'arrivée au pouvoir de Abiy Ahmed, qui est devenu Premier ministre. Abiy Ahmed qui a obtenu, et c'était inespéré alors que la guerre durait depuis très longtemps, une paix avec l'Éthiopie, avec l'Érythrée, excusez-moi. Érythrée, rappelons-le, historiquement, qui était la seule région éthiopienne qui avait été colonisée. Donc ça explique pourquoi il y avait ces revendications d'indépendance. Mais le Tigré n'est pas dans cette configuration. Il fait partie des 9 États fédérés de l'Éthiopie qui ont été consacrés en 1994. Et le Tigré est devenu un point d'achoppement parce qu'avec l'arrivée d'Abiy Ahmed qui a voulu rééquilibrer les forces dans la région, je parle des forces politiques, en disant aux Tigréens, on va peut-être un peu moins vous laisser de pouvoir et redistribuer dans le reste de la région quand même. Il y a plusieurs ethnies qui sont lésées puisque c'est les Tigréens qui tenaient toutes les forces économiques, militaires particulièrement et politiques. Eh bien, avec la perte de Meles Zenawi, qui était un Tigréen, rappelons-le aussi, eh bien, le meilleur allié américain semble leur avoir tourné le dos. Et pour cause, puisque l'Éthiopie, qui était un pays à l'époque du Négus rouge, de Mengistu, qui était un allié de soviétique avant sa chute en 90-91, eh bien, à cette époque-là, l'Éthiopie était un allié stratégique du bloc de l'Est et redevient, avec l'arrivée d'Abiy Ahmed, un nouvel allié stratégique du bloc de l'Est. Je parle de l'Est, cette fois-ci Grand Est, à savoir le bloc sino-russe. Alors, il y a 3 intervenants en faveur du président Abiy Ahmed, direct, même 4, on peut dire aujourd'hui. C'est parce qu'il y a un retournement de tendance aussi avec les Émirats arabes unis qui viennent de rejoindre cet axe. Donc, l'Iran, la Russie, la Chine et les Émirats arabes unis qui sont dans le bateau. Et de l'autre côté, les États-Unis et leurs alliés inféodés. Et donc, pourquoi est-ce que, effectivement, il y a ce soutien inconditionnel et délirant des États-Unis vers Tigré? C'est parce qu'ils cherchent à atomiser le dernier pays très stable de la région, le pays le plus puissant militairement, rappelons-le. C'est quand même pas rien. L'Éthiopie, c'est quand même des centaines de chars T-72. C'est un équipement aérien. Ils ont des avions de combat. C'est aussi des capacités aéroportées importantes. C'est une armée qui est considérable et qui a participé. Il y a 15 000 soldats éthiopiens qui interviennent dans différents théâtres d'opérations africains pour le maintien de la paix par l'ONU. Donc l'Éthiopie, c'est un pays qui a une histoire profonde aussi. C'est un pays qui n'a jamais été colonisé, qui a toujours été indépendant, qui a sa propre langue, sa propre monnaie, et surtout qui a choisi un nouveau type de développement économique qui serait plutôt basé vers un transfert de technologie, on en parlait il y a quelques minutes, de la puissance chinoise avec un soutien militaire russe qui veut participer aussi au développement. Donc l'Éthiopie a décidé de prendre son envol avec ce fameux barrage, ce fameux nouveau barrage de la Renaissance qui devait être aussi un moyen d'indépendance économique, puisque ça représente 6 centrales nucléaires. Et donc l'Éthiopie devait prendre son envol, ça devait être une zone de stabilisation de la région, mais les États-Unis ont vu un très mauvais œil pour 2 raisons, parce qu'effectivement, le rapprochement avec les Russes et les Chinois, ils n'en veulent pas, puisque les Chinois sont déjà présents militairement, rappelons-le aussi, à Djibouti, donc ça inquiète les Américains.
et surtout parce que les Russes ont décidé de pousser leur avantage dans la région et de se repositionner pour avoir une influence un peu plus significative dans le continent, rappelons-le encore une fois, le plus riche de la planète. Donc oui, les États-Unis soutiennent les Tigréens pour déstabiliser, et uniquement pour déstabiliser l'Éthiopie. Israël soutient les Tigréens parce que, rappelons-le aussi, les Félacha viennent de là-bas. On parle bien des Félacha qui sont ces juifs qui viennent de l'époque de la reine de Saba, de l'Abyssinie. Enfin, c'est une très longue histoire parce que l'Éthiopie est quand même le premier État chrétien d'Afrique, mais aussi le premier État juif d'Afrique noire. Donc ça, c'est des choses qui ont tout un tas de rapports comme ça d'influence qui font que aujourd'hui, eh bien, les États-Unis ont tout fait pour déstabiliser. Mais là où j'ai envie de, pour arriver sur la conclusion, me satisfaire de la situation, c'est que la bonne nouvelle, c'est que les Chinois et les Russes, à 2 jours d'intervalle, ont pris des positions extrêmement claires, ont mis en garde les États-Unis de ne plus intervenir, de ne plus déstabiliser, de ne plus soutenir les groupes terroristes et séparatistes, c'est important. Ils ont mis en garde les États-Unis parce que les Chinois ont des investissements considérables, c'est la première zone d'investissement chinoise en Afrique, c'est des investissements productifs, particulièrement dans tous les domaines, textile, énergie. Bref, les Chinois ont commencé à faire un vrai transfert par rapport à leur fameuse route de la soie, ces fameuses routes de la soie qu'ils ont développées. Et donc, les Chinois n'ont pas l'intention de laisser leurs investissements partir en fumée parce que les Américains ont décidé de déstabiliser. Ils ont apporté leur soutien de façon très claire. J'avais dit il y a quelques temps que je pense que si Abiy Ahmed a pris l'offensive et beaucoup plus rassuré sur ses positions, c'est parce qu'il a reçu des garanties, et je l'avais supposé, ça s'est vérifié par la suite, des Chinois et des Russes qui ne l'abandonneraient pas. Donc aujourd'hui, l'Éthiopie, je pense que là, on est en négociation. Enfin, les Tigréens vont commencer à négocier parce qu'ils ont perdu la guerre. Hein, ils sont en train de se faire balayer sur toutes les villes qu'ils avaient prises. Ils prétendent que c'est un redéploiement, mais en vérité, c'est juste une chute totale parce que effectivement, l'Éthiopie a développé enfin sur le terrain ces drones qui leur permettent d'avoir un avantage stratégique considérable, ce que n'ont pas évidemment la partie adverse, et surtout parce qu'ils vont couper les voies de communication à partir du Soudan de l'alimentation par les forces états-uniennes des Tigréens. Donc, quand ils vont perdre leur soutien américain, qui seront coupés dans leurs approvisionnements et que l'offensive de l'État fédéral légitime, encore une fois, il faut le rappeler, c'est l'État légitime qui est reconnu par l'ONU, de l'Éthiopie reprendra ses forces, il y a fort à parier que le pays retrouvera la paix et retrouvera la voie du développement qu'ils avaient déjà empruntée grâce au soutien combiné de la Chine, de la Russie, certainement des Émirats arabes unis qui commencent à investir aussi dans la région et d'autres forces qui ont intérêt à ce que cette région se stabilise. Gamal Abina. Luc Michel, je poursuis avec vous. On sait également que cette guerre, il y a aussi eu beaucoup de propagande. Il y a également l'entrée en jeu des médias. En tout cas, une méthode utilisée par plusieurs grandes puissances, dont les États-Unis. On a d'ailleurs peut-être avec le concours de la réalisation, justement, ce poste du ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie. C'est un poste qui date d'hier. On parlait peut-être avec la réalisation, peut-être pour afficher. Voilà. On va peut-être lire rapidement également pour nos téléspectateurs. Cela fait exactement un mois que CNN a menti à la communauté mondiale en affirmant qu'Addis Abeba était assiégé alors que l'ENDF continue de nettoyer les rebelles des zones clés. CNN doit des excuses à l'Éthiopie et au monde pour avoir servi d'instrument d'instabilité par la désinformation. Voilà, donc Bilal Seyoum, attaché de presse cabinet du Premier ministre. Luc Michel. On nous a montré pendant des semaines des cartes des positions militaires. On nous a expliqué qu'Addis Abeba allait tomber. Et Jeune Afrique a poussé le bouchon un peu loin. La semaine passée, il a mis en avant un expert, il s'appelle Lefort. Il devrait être gêné parce qu'il s'est ridiculisé. Soi-disant expert de l'Éthiopie, il a déclaré que c'était l'attitude d'Abiy Ahmed, qui était un belliciste, qui avait conduit son pays dans le désastre. Aujourd'hui, on assiste en direct à l'effondrement de la propagande occidentale. Non seulement l'armée du Tigré est en train de s'effondrer, mais la capitale même est sous le feu de l'armée éthiopienne et de l'armée érythréenne. L'armée du Tigré, la capitale du Tigré, Mekele, la capitale régionale, c'était une vaste blague de nous faire croire qu'une armée puissante, l'armée éthiopienne, une armée professionnelle appuyée sur une deuxième armée puissante, l'armée de l'Érythrée, qui est le deuxième État marxiste-léniniste de la Corne de l'Afrique et qui est appuyée, qui a été formée par les Soviétiques. On nous a fait croire qu'une armée de milices appuyée sur des groupuscules terroristes pouvait les vaincre.
C'était une vaste blague. Ce que les Américains voulaient, c'était plus simple évidemment, c'était d'amener Abiy Ahmed à la table de négociation et à partager le pouvoir avec les gens du Tigré. Ils ont essayé via l'Angola, on parlait de la cinquième colonne, de faire la même farce géopolitique vis-à-vis du président Touadéra. On voulait l'amener à Luanda, discuter avec Bozizé, c'est-à-dire le rebelle groupusculaire et terroriste, contre un président élu démocratiquement. Voilà donc, pour terminer cette phase de la propagande, il faut encore dire un mot, c'est que lorsque les Français et les Américains accusent les Russes et Afrique Média de faire l'un des informations en Afrique, c'est la parabole de la paille et de la poutre de la Bible. Évidemment, la paille, elle est peut-être dans l'œil des Russes, mais la poutre, elle est dans l'œil des Français et des Américains. Maintenant, le rôle des Américains, il faut comprendre. Il faut remonter à la géopolitique de la dernière partie de la guerre froide dans les années 1970-1980. La côte de l'Afrique, c'est la zone de déploiement de l'Union soviétique. Le président Brejnev, il a une géopolitique mondiale agressive qui vise à libérer l'Afrique et à la détacher de l'Occident. Les principaux pays alliés de l'Union soviétique, c'est la Somalie, qui est le grand État de l'époque, c'est le maréchal Siad Barre, c'est l'Éthiopie de Mengistu et du Derg, mais c'est aussi l'Angola et le Mozambique. Eh bien, il est allié à un stratège russe qui est l'amiral Gorchov, qui déploie des flottes soviétiques sur les 6 océans du globe. Je parle de Gorchov parce que Poutine vient en 2019 de faire un plan de développement de la marine russe sur les 6 océans du globe qui est dans la droite ligne des plans de l'amiral Gorchov. À partir de ce moment-là, Ronald Reagan et les États-Unis, ils décident de démembrer la côte de l'Afrique. Ils ont déjà le Soudan que depuis le début des années 60 avec les Israéliens, ils essayent de démembrer. Ils en parviendront en 2011. Ils s'attaquent à la Somalie. Ils provoquent une guerre entre la Somalie et l'Éthiopie de l'époque. Et bien entendu, la Somalie éclate. Ils amènent au pouvoir des islamistes au milieu des années 90. Ce sont les tribunaux islamiques, puis les Shebabs. Les Shebabs aujourd'hui, ils sont encore présents à 70 km de Mogadiscia. La Somalie, c'est un non-État. On dit en géopolitique qu'elle est somalisée. Le deuxième État somalisé, c'est la Libye post-Kadhafi. Qu'est-ce que c'est la Somalie aujourd'hui? C'est 5 États de facto qui ont déclaré leur indépendance. Le Puntland, le Somaliland et notamment le Jubaland. Le Jubaland, il s'est détaché l'année précédente. Donc tout ça est encore actuel. Il y a des zones aux mains des Shebabs, etc. Il y a des États aux mains de différents seigneurs de la guerre. Et ensuite, ils se sont attaqués à l'Éthiopie. Ils ont provoqué la sécession de l'Érythrée et une guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie. C'est le régime pro-américain, justement, du TFLP, qui est resté au pouvoir au Tigré aujourd'hui, qui fait cette guerre. Quel est le but des Américains? C'est briser l'unité de l'Éthiopie et l'isoler de ses ports. Ils vont continuer des opérations similaires. Actuellement, il y a une opération avec Daesh au Mozambique où on a découvert des champs gaziers. Et du côté de l'armée mozambicaine, il y a les firmes paramilitaires russes, les mêmes qu'en Centrafrique. Voilà donc pourquoi les Américains, leur objectif, c'est de fragmenter toute la côte de l'Afrique et d'empêcher les Russes et les Chinois de s'implanter dans la mer Rouge qui longe la côte de l'Afrique. Voilà ce qu'il faut comprendre. Il y a 1 mois et demi, après avoir en sous-main provoqué la sécession du Tigré avec les Israéliens, les Américains ont organisé une conférence à Washington entre le FLP, le TFLP, donc les Tigréens, et différents groupes terroristes, le Front de libération Oromo, l'OLA, le Front de provinces voisines, etc. Et ils ont essayé de faire un mouvement uni pour faire croire que Abiy Ahmed était isolé. Mais en fait, Abiy Ahmed, il représente plus de 80% de la population, les Tigréens étant 8%. Les Américains, après, ont essayé d'organiser des négociations de paix.
Et derrière tout ça, il y a les gens qui ont fait éclater le Soudan, qui ont fait éclater la Somalie et qui maintenant essayent de faire éclater l'Éthiopie. Il y a le fameux Atlantic Council, auquel appartient l'ex-premier ministre soudanais Abdallah Hamdok ou le président de l'Union africaine, le Congolais Félix Tshisekedi. Voilà donc ce qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui a empêché cette géopolitique américaine? Pourquoi est-ce que ça a marché dans les années 90, dans les années 2010 jusqu'en 2015? C'est parce qu'en 1991, l'URSS implose. À partir de ce moment-là, elle disparaît de l'Afrique. Pendant 10 ans, c'est le régime de Boris Eltsine. C'est les États-Unis qui, au contraire, essayent de coloniser avec les fameux oligarques. Ils essayent de coloniser la Russie et de la faire éclater en 4 petits États impuissants. C'est Vladimir Poutine, à partir de 2000, cet ancien colonel du KGB, qui mettra un terme à l'éclatement et aux tentatives de dissolution. Ensuite, dans les années 2000 à 2015, eh bien, il lance ce qu'on appelle le Grand Moyen-Orient. C'est une opération géopolitique qui va des frontières du Maroc à l'Asie centrale et du golfe de Guinée au détroit d'Aden en Somalie. Le successeur de ce Grand Moyen-Orient, sous Bush II, sous Obama, c'est le printemps arabe puis le printemps africain. Sous Trump, c'est la nouvelle politique de Trump et Bolton. Et aujourd'hui, c'est le super printemps arabo-africain de Kamala Harris. Ce sera ma chute. Pourquoi est-ce que ça marche bien sous Bush II et sous Obama? Pourquoi est-ce que sous la deuxième partie d'Obama, ça ne marche plus? Pourquoi est-ce que le printemps arabe réussit et le printemps africain échoue? Pourquoi est-ce que la politique africaine de Trump et Bolton échoue? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Kamala Harris, Joe Biden et compagnie, ils sont combattus sur tous les fronts? Parce que l'URSS, depuis 2015, qui est devenue aujourd'hui la Russie, est de retour sur les champs de bataille de la guerre froide. Elle n'est pas seule, elle est avec ses alliés iraniens et ses alliés chinois. Et elle mène en Afrique une guerre hybride avec les Iraniens contre la guerre classique des Occidentaux, c'est-à-dire la guerre militaire, économique et médiatique. Merci, Luc Michel. Sébastien Périmoni, alors, au regard de tous ces événements, est-ce qu'on peut parler déjà d'un échec des États-Unis dans cette guerre, du moins dans cette bataille que livre le pays contre le Premier ministre Abiy Ahmed? Alors, par rapport au tweet que vous avez cité, on peut déjà dire que le jour où CNN fera des excuses, je pense que, comme on dit chez nous, les poules auront des dents. Puisque CNN, si vous voulez, on sait très bien qui elle roule, comme on dit. Donc, il ne faut pas attendre des excuses, si vous voulez, des ennemis, justement, de la souveraineté des pays africains. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, c'est qu'en effet, c'est un échec, on va dire, c'est un échec à court terme, dans le sens où vous avez entendu parler de cette fameuse réunion de 2 heures, hein, qui avait été rendue publique, qui a été mentionné, où ont participé des gens du TPLF, participé des anciens ambassadeurs, et où cette ancienne secrétaire du département d'État américain aux affaires africaines avait explicitement dit qu'il fallait à tout prix que le président éthiopien tombe rapidement et qu'elle appelait à une victoire militaire rapide, en fait, de l'opposition et du TPLF. Donc, du point de vue militaire et du point de vue des intentions, si vous voulez, du lobby américain, je rappelle quand même que dans cette conférence, il n'y avait pas que des Américains, il y avait des Français, le fameux Stéphane Gompertz, ancien diplomate d'Éthiopie, qui lui-même faisait partie de cette réunion qui était soi-disant secrète. Il y avait la Grande-Bretagne, il y avait des gens de l'Union européenne. Donc vous aviez toute cette coalition, en fait, qui soutenait ouvertement une politique de changement de régime. Donc, c'était explicitement mentionné, comme ça a été révélé dans la vidéo qui circule sur Internet. Donc, du point de vue du court terme, en effet, c'est un échec, puisqu'on voit qu'avec la victoire militaire aujourd'hui du gouvernement, cette interférence, cette volonté d'une politique de changement de régime est stoppée dans le court terme. Mais je dis une demi-défaite parce que, en attendant, c'est le chaos qui se répand. C'est le chaos qui se répand dans le sens où justement ce conflit va laisser des traces
il va laisser des animosités, on va continuer à diviser les gens les uns contre les autres, et ça met un terme, ou du moins un ralentissement, justement, à ce que mentionnait M. Abina, c'est-à-dire que l'Éthiopie était devenue un modèle en termes de développement industriel, non seulement le grand barrage, le chemin de fer entre Djibouti et Addis Abeba, la paix et les échanges qui avaient repris avec l'Érythrée, les parcs industriels, une classe moyenne qui était en train de se développer. Et donc, ce conflit a mis disons, un stop, on va dire, disons, un ralenti, justement, ce développement industriel. Et c'est ça, en fait, vraiment, et ça, j'insiste, et j'insiste à chaque fois que j'interviens dans vos émissions, c'est que le vrai ennemi de cette oligarchie, c'est le développement économique. C'est le fait que les pays lancent des vraies politiques de développement industriel. Et donc, ces politiques de guerre permanente ont pour but soit d'anéantir, comme on l'a fait en Libye ou au Sahel, soit de ralentir cette politique industrielle. Donc, j'espère que la sécurité va revenir très vite. De ce point de vue-là, c'est un succès pour le gouvernement éthiopien, et que très rapidement, justement, la dynamique de sortir les gens de la pauvreté, on sait quand même qu'il y a aujourd'hui plus de 1,5 million de déplacés dans la région du Nord. C'est des gens qui sont en train de mourir de faim, tout simplement. 1 million de personnes qui sont dans une situation sécuritaire et alimentaire catastrophique. Donc, pour que très vite, on puisse reprendre cette marche vers le progrès, cette marche vers le développement, que l'Éthiopie reste un modèle pour aussi inspirer les autres pays à se lancer dans cette démarche d'industrialisation du continent. Donc voilà ma remarque. Sébastien, alors on va sortir bien sûr avec vous, Michael Garmondi, sur cette question. Voilà, Abiy Ahmed certes, on le voit, gagner cette bataille. On parle d'une première bataille, mais est-ce qu'on pourrait dire qu'il peut gagner la guerre contre les États-Unis, finalement? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est un vrai leader. C'est un leader qui dispose d'un large soutien populaire, et il le sait parfaitement. Et on l'a vu d'ailleurs dans le cadre des nombreuses mobilisations populaires qui ont été observées au cours des dernières semaines et des derniers mois, aussi bien dans la capitale éthiopienne Addis Abeba qu'à d'autres endroits de l'Éthiopie, dans d'autres régions, et y compris devant les ambassades occidentales d'ailleurs, pour exprimer leur ferme désaccord du côté des populations. C'est aussi un militaire, c'est quelqu'un qui connaît bien le terrain, c'est quelqu'un qui a une grande expérience sur le terrain, et d'ailleurs le fait qu'il est actuellement, depuis qu'il est parti sur le front, en première ligne pour être avec ses soldats, ses militaires, son peuple, et les succès qui ont été observés, ils en disent très long aussi. Il faut aussi ne pas oublier l'histoire. L'Éthiopie, étant un pays qui n'a jamais été colonisé dans l'histoire africaine, c'est aussi quelque chose qui est dans l'ADN des Éthiopiens. Ce n'est pas des gens qui vont accepter de subir un quelconque diktat néocolonial. Et aussi, ce qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire le nouveau paradigme géopolitique et les soutiens géopolitiques aujourd'hui dont qui sont avec du côté de l'Éthiopie, notamment de la part de la Chine et de la Russie. Et d'ailleurs, tout récemment, le ministre chinois des Affaires étrangères était en Éthiopie, était à Addis Abeba, et il a fait une déclaration très forte de soutien à la souveraineté éthiopienne et aux actions du gouvernement éthiopien. C'était très fort et c'était très profond. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Les alliances géopolitiques actuelles de l'Éthiopie sont pour beaucoup également dans la résistance, dans le succès de la résistance. C'est pour ça que j'y crois. Donc oui, ma réponse est que malgré le fait que le chaos a été propagé, comme l'a souligné M. Perimoni, moi je reste convaincu que l'Éthiopie pourra résister avec efficacité et pourra reprendre sa marche de large développement industriel, sa large marche en avant, en coordination et avec le soutien de ses alliés, pour le bonheur des citoyens, pour le bonheur des populations éthiopiennes, et pour être un exemple justement pour d'autres pays africains, aussi bien dans sa résistance face au néocolonialisme occidental, et dans le cas précis, plus exactement états-unien, et aussi dans le cadre de développement, de large développement industriel. Vous savez, tout à l'heure, vous avez parlé de la propagande. Vous savez, moi, effectivement, je me pose la question de la responsabilité de tous ces pseudo-experts autoproclamés qui intervenaient dans les médias anglo-saxons comme hexagonaux, anglophones comme francophones, et qui effectivement, avec l'air le plus sérieux qui soit, et c'était tout récent, c'était il y a encore de cela une semaine, 10 jours, disait Abiy Ahmed est condamné, c'est une question de quelques jours
quelques semaines tout au plus, il va tomber. On doit déjà penser à l'après-Abiy Ahmed. Je me demande, est-ce que ces personnages peuvent se regarder aujourd'hui tranquillement dans le miroir? Certainement oui, parce que quand vous avez cet esprit néocolonialiste et arrogant, j'imagine que oui. Mais vous savez, ça confirme tout le ridicule de la chose. Et tout à l'heure, voilà, on avait parlé de CNN, cette chaîne de propagande états-unienne, mais on peut parfaitement citer aussi la BBC, d'autres médias anglo-saxons, des médias français, hexagonaux. Tous, aujourd'hui, doivent franchement faire profil bas. C'est ce qu'ils devraient faire, mais on sait tous qu'ils ne le feront pas. Mais logiquement, c'est ce qu'ils devraient faire. Eux et les experts qu'ils invitent, les fameux experts, soi-disant, ils maîtrisent les sujets auxquels ils sont conviés de discuter. Très récemment, j'ai donné un entretien à une chaîne étatique éthiopienne, OBN Oromia, qui diffuse en langue oromo, l'une des principales langues d'Éthiopie, et en anglais. M. Périmoni la connaît bien parce qu'il est invité souvent à y participer aussi, donc il connaît bien cette chaîne même avant moi. Voilà, et ils m'ont posé une question très intéressante dans le cadre du commentaire que je devais donner, c'est-à-dire que face à cette propagande occidentale, qu'est-ce que les médias africains, nationaux, régionaux, continentaux devraient faire et comment ils doivent interagir. Moi, je donnais, pour résumer ce que j'ai dit que tout d'abord, il faut ignorer effectivement la propagande occidentale, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. On ne doit pas donner plus d'importance à toutes leurs gesticulations que cela ne mérite, de un. Et de deux, effectivement, j'ai dit que les médias aujourd'hui africains, qu'ils soient nationaux, régionaux ou continentaux, doivent s'unir, être solidaires dans un cadre panafricain. Et j'ai aussi mentionné Afrique Média, j'ai dit qu'il faut interagir beaucoup plus activement avec des grandes chaînes panafricaines comme Afrique Média. Je pense que c'est la meilleure réponse qu'il faut apporter aujourd'hui à toute cette sale propagande que l'establishment occidental mène à l'encontre des Africains, à l'encontre de tous les peuples non soumis, à l'encontre de l'écrasante majorité de l'humanité, pour être franc, dans le cadre de leur rêve de nous faire revenir à l'ère unipolaire qui n'aura pas. Voilà. Merci à vous, Michael Garmondi. On referme donc bien sûr la seconde thématique. On aborde la dernière partie de cette émission, l'actualité géopolitique après la transition.